Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, on espère que vous allez tous très bien, on est de retour. Part 2, on est de retour avec Scipion pour discuter cette fois de ce mercato hivernal qui se profile. On a fait un petit point sur le meilleur 11 du début de saison, à quoi ressemblaient ces 4 mois de compète qui se distinguent. Et là peut-être qu'il va y avoir des ajustements. On entre, là on est fin décembre, juste avant les fêtes, on entre dans cette période de janvier, les 4 semaines de janvier, qui potentiellement peuvent avoir un impact fort sur le reste de la saison, qui sont parfois aussi l'opportunité de bosser sur la suite, d'anticiper les besoins de la saison suivante. Mercato hivernal, c'est une période un peu spéciale. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de réfléchir à comment cette période a changé. Mais d'abord, Scipion, comment ça va ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? Et en général, sur le mercato hivernal, comment est-ce que tu te positionnes ? Qu'est-ce que tu tires de cette période ? Bah écoute, merci encore une fois Willow de l'invitation, j'espère que ça va toujours, on vient de se quitter il y a 5 minutes, hein, juste histoire de faire une pause café, normalement, mais ça va. on fait genre. Non écoute, le mercato hivernal, en tant que supporter bordelais, ça a pas été... Il y a eu quand même des trucs sympas, genre Malcolm. Franchement, Malcolm, il est arrivé, après il a eu une période d'adaptation, et ensuite il a fait 2 saisons monstrueuses. Et il y a eu d'autres joueurs où ça n'a pas été des grandes réussites. Pour penser qu'à eux, il y a eu André qui venait du Dynamo Kiev, c'était pas dingue. Tu as eu Ouaro qui revenait soit de Chine, qui était avant de partir en Suisse. Pareil, la demi-saison était pas folle. Souvent, on n'a pas fait des... Si, il y a Kavenaghi qui a été quand même un des membres importants du titre sous Laurent Blanc. Donc, même, tu as eu Mariano, Bragnac. Donc, on a fait des coups. Bon, alors, je vais pas maintenant te raconter le mercato hivernal en N2, hein, c'est plus de briques et de broc. Mais voilà, c'est toujours la même discussion. Il y en a, par exemple, tu sais, il y a des équipes qui ont pu vraiment reconstruire toute leur équipe. On a eu 2 cas, on a eu l'OL il y a 2 ans, on a eu Rennes l'an passé. Là, j'ai l'impression que c'est Nantes qui est en train de faire un peu ce chemin-là pour éviter la relégation, avec déjà Machado, ça parle de Cabella, Sotoka. Donc voilà, par rapport à des équipes qui jouent bien, comme Angers, qui propose des choses, Le Havre, tout ça, avoir un Nantes qui peut se reconstruire majoritairement, ça peut être un danger. Donc après, on sait qu'il y a eu des coups qui ont été fantastiques, qui ont changé l'histoire de certains clubs, comme Van Dijk à Liverpool. Donc c'est toujours un mercato où je me demande ce que les clubs, les joueurs et surtout les agents nous proposent. Ouais, tu m'as fait passer des petits moments Vietnam, là, le PTSD de Kavenaghi notamment, moi en tant que supporter lyonnais. Là, à la fin des années 2000, c'était un des mecs qui me faisait le plus peur. Il y a eu Mamadou Niang pendant un moment, et après Cavegol, c'était un peu flippant sur nos adversaires. C'est une des pires périodes de ma vie. La menace de perdre le titre, c'était tellement stressant à l'époque, en tant que gamin en plus. Mais ouais, c'est dommage que vous ayez disparu de la carte comme ça. On serait des youtubeurs ennemis dans le conflit Lyon-Bordeaux là, des années 2010. Ce serait incroyable. Quart de finale de Champions, j'espère que tu l'as toujours pas digéré, parce que moi, ça fait encore partie de mes meilleurs moments. C'est le match que je ne digérerai jamais, je pense, hein, parce que vraiment, le fait de retrouver l'OL, le 3-1, on a des joueurs qui sont absents. Le 1-0 retour au Lloris, je pense, attention, il fait un arrêt sur Wendell, une tête, enfin un truc qui est vraiment un des arrêts les plus choquants que j'ai vu. En plus, j'étais au stade. Donc, c'est vrai. Ce quart, ça reste là. Mais voilà. je me souviens encore, c'est une image disparue. J'ai essayé de la retrouver, peut-être sur Football hier en vrai, mais genre sur les résumés YouTube, elle y est pas. Mais je me souviens encore du moment où le coup de sifflet final retentit à Chabandelmas. C'était Delgado qui était en train de protéger un ballon avec Plasil. C'était bord de ligne de touche, et je me souviens de ce moment parce que ça a été une délivrance tellement absolue et complète. Mec, on était sous gros stress parce que nous, on n'avait jamais fait de demi-finale de Champions, et si vous la faisiez avant nous, alors qu'on avait fait 3 quarts de finale d'affilée, et que le club français qui va en demi là, c'est pas nous, c'était horrible. J'ai détesté le moment du tirage. Et peut-être on aura l'occasion de reparler de ça à un autre moment. Mais le mercato hivernal, effectivement, période spéciale qui, historiquement dans le foot, c'est pas une période vraiment clé. C'est presque souvent plus un aveu d'échec le mercato estival a été raté, ou alors il y a une situation sur laquelle, à propos de laquelle il faut réagir, une grosse blessure, une forme de rattrapage, entre guillemets. Et je pense que c'est parce qu'il est souvent considéré comme très sous-optimal. Le mercato hivernal, tu payes cher si tu veux débaucher des top joueurs, c'est compliqué
parce qu'ils sont dans leur club en train de faire une bonne saison, c'est très risqué pour eux de changer à ce moment-là. Tes joueurs que tu achètes, même si tu les achètes cher, ils ne peuvent pas faire de pré-saison, donc il faut qu'ils s'intègrent immédiatement, et c'est difficile. Je pense, par exemple, Marseille, une fois, a claqué 30 millions sur Vitinha. Je ne dis pas que ça aurait été un crack, mais son intégration a été encore plus difficile par le fait de ne pas pouvoir l'avoir sur 2 mois d'été, travailler ensemble, le système de jeu, etc. Et c'est difficile. Donc, en fait, les mercatos hivernaux les plus conséquents, soit c'est pour pallier à une énorme blessure, comme j'ai dit, soit c'est l'arrivée de nouveaux propriétaires. Quand Boly arrive à Chelsea, par exemple, il arrive en hiver. Donc, en hiver, c'est la première possibilité. Et donc, effectivement, il claque des centaines de millions sur Enzo, sur Modric, sur Badiachil, etc. Soit c'est pour des joueurs dont les saisons, en fait, ont terminé à ce moment-là, pour aller chercher des joueurs extra-continentaux, les Brésiliens. Quand le Real Madrid fait un de ses rares recrutements hivernales avec Régnier, par exemple, ils prennent au Brésil, ou Vitor Roque pour le Barça, il y a quelques années. Mais les gros clubs vont pas énormément sur le mercato hivernal. À l'inverse de, par exemple, la NBA, où à la trade deadline, c'est le moment parfait d'ajustement juste avant les playoffs. Tu fais la pièce en plus qui te fait passer de contender à favori. Les Lakers font Pau Gasol et ils leur apportent 3 finales sur les 3 années suivantes dans les derniers jours de la trade deadline. Donc c'est très différent en foot. Mais le mercato hivernal dernier m'a beaucoup marqué. J'y vois la reconstruction anticipée de City, qui a bien sûr un projet moyen terme à ce moment-là. Ils se sont rendus compte que le mercato estival n'était pas suffisant, donc il faut commencer à réfléchir à la suite. Mais ils font aussi des moves qui sont là pour tout de suite, pour peut-être aller chercher la Champions sur les 6 mois qui arrivent, de joueurs qui sont en train de grave performer à ce moment-là, genre Marmouche. Et Marmouche, c'est pas parce que, comme Nico Gonzalez, Rodri s'est blessé, donc il nous faut un 6. Rodri s'est blessé en septembre, on n'a pas pu le remplacer à ce moment-là. Maintenant, il nous faut un Rodri-like. On fait Nico Gonzalez. Marmouche, il arrive et il joue avec Haaland directement. Donc c'est vraiment, tu veux une pièce en plus, là maintenant, presque dans une optique win now, parce qu'en plus on voit que Marmouche n'est pas utilisé cette saison à peine. Donc vraiment là, pour aller chercher la Champions, il nous faut une infusion de qualité offensive. Tac, Vara. Et voilà, et exactement, j'allais y venir, peut-être le meilleur recrutement hivernal de l'histoire. Kfara, la saison dernière, pour moi, c'est tu joues sur les doubles timelines, c'est un joueur long terme. Il a 23 ans au moment où il est pris. C'est un des meilleurs ailiers de la planète. Mais tu joues à court terme parce que pour moi, Paris ne gagne pas la Champions sans Kfara. L'apport qu'il a eu, en plus ils ont eu des blessés Paris sur les derniers tours, même contre Arsenal, je pense qu'il y a un match que tu démarres sans Dembélé, donc ils avaient vraiment besoin des 4 joueurs offensifs, pas seulement les 3, Doué, Dembélé, Barcola. Donc l'arrivée de Kfara est tellement importante dans le sacre du Paris Saint-Germain en Champions que si tu revisites ce mouvement au prisme de ce qu'on sait aujourd'hui, tu t'es pris un top allié pour 4 années et tu as gagné la Champions, c'est peut-être le move le plus réussi. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de sortir des moves, de réfléchir à des transferts qui seraient intéressants. Ça va être dur de faire pareil que Kfara au Paris Saint-Germain, mais avec l'évolution du foot, des joueurs qui sont tactiquement de plus en plus sophistiqués et de plus en plus rapidement capables d'intégrer des nouveaux modules de jeu, peut-être que la fenêtre du mercato hivernal va devenir une opportunité de faire des coups, même pour des gros clubs, des coups win now. Ok, on se rend compte que sans qu'on ait un manque criant absolu, si on prend juste une pièce supplémentaire, comme par exemple mon premier transfert, c'est Semenyo à Arsenal, est-ce qu'ils sont à une pièce supplémentaire d'aller chercher PL et Champions par exemple, ou en tout cas d'être réellement là en avril-mai et de ne pas s'essouffler un petit peu par manque de puissance de feu offensif. Donc je vais te faire un petit peu le cas de Semenyo Arsenal. Vas-y. Pour moi, c'est assez simple. En gros, Arsenal marque pas assez de buts pour aller chercher ses objectifs. Les objectifs d'Arsenal cette année, c'est enfin gagner la Première Ligue, c'est la Champions. Ils sont premiers de la phase de Ligue, 6 matchs, 6 victoires. Ils sont parmi les prétendants numéro 1. Mais les saisons dernières, 7 des 8 dernières saisons en Angleterre, la meilleure attaque a remporté la Première Ligue. Sur les 6 vainqueurs de Champions des années 2020, 5 fois, cette équipe était la meilleure attaque de son championnat. On pense au Bayern de Flick, on pense au Real de Benzema et Vinicius,
On pense au PSG liquide de Luis Enrique, qui est une des meilleures performances et productions offensives du 21e siècle. Moi, je suis un très très gros Arteta guy. Je crois à fond en Mikel Arteta depuis le début. Je crois en eux. Ils peuvent le faire, c'est possible. Mais ils ont besoin de plus de puissance de feu parce que là, sur leur saison en Première Ligue, leur début de saison, ils ont le tempo d'une attaque à 71 buts. Seulement une fois sur les 15 dernières années, une équipe a gagné la Première Ligue avec aussi peu de buts. C'était Leicester, dans une saison très spéciale. Donc perso, moi je pense toujours que Gyökeres n'est pas ce gars-là. Mais prendre un 9 prêt pour la Première Ligue en hiver, c'est quasiment impossible, ce profil il n'existe pas. Et en plus, là tu sais que tu tues Gyökeres mentalement complètement. Après 6 mois, tu prends un nouveau gars, tu viens clairement d'enterrer les espoirs que tu as qui puissent devenir ce mec-là. Et il y a les retours de Jesus, et il y a les retours de Havertz. Donc je pense pas que la solution pour eux ce soit le poste de 9, mais sur l'aile gauche, je veux bien que Martinelli, record en Ligue des Champions, 5 matchs, 5 buts, etc. Je veux bien que Trossard fasse un très bon début de saison. Mais pour moi, aucun des deux te fait gagner une demi-finale de Champions. Un petit peu la même situation dans laquelle ils étaient contre le Paris Saint-Germain l'année dernière. Je pense que dans la version dernier carré de Ligue des Champions d'Arsenal, Arteta fait même jouer Saka et Madueke, les deux ensemble, avec un que tu mets sur l'aile gauche, pour avoir juste cette puissance de feu dont tu as besoin pour aller à l'étape suivante. Donc pour moi, il te faut un top ailier, il te faut un ailier qui soit prêt pour la Première Ligue, qui soit Arteta compatible. Et Semenyo, c'est tout ça. Il a ce qu'on voit depuis le début de saison et ce qu'on a vu la saison dernière. En 2025, il est à 13 buts et 7 passes D, 20 contributions décisives sur l'année civile. Il a la mobilité extrême, il a l'ambidextrie, pied droit, pied gauche. Il fera pas la CAN parce que le Ghana ne s'est pas qualifié. C'est un monstre de pression sous Iraola, qui est quasiment l'équipe de Première Ligue qui presse le plus. Et il peut jouer sur les deux ailes. Donc, je trouve qu'il est trop cher. Il a une clause libératoire à 65 millions de livres sur cet hiver. Ça fait grosso 80 millions d'euros. Il va avoir 26 ans début janvier. Mais pour son profil explosif, pour ces quadrilles là qui font la taille d'un baril de dynamite, c'est risqué à long terme. Mais Arsenal, je pense, a besoin d'un move gagné maintenant. Et c'est un petit peu dans la lignée du mercato qu'ils ont fait. C'est pas construire l'équipe de demain, c'est gagner maintenant. C'est là où ils en sont dans leur stade de développement. Donc tu le fais pour moi et t'espères que c'est suffisant pour gravir les deux plus hautes montagnes du foot de club, la Champions et la Premier League. Beau move, franchement, Semenyo, moi je l'imaginais plutôt forcément à Liverpool pour l'après-Salah, et je pense qu'il rentrerait totalement dans un profil de ce que rechercherait Slot, même si est-ce que Slot sera encore là, mais j'imagine qu'avec pourquoi pas Asobozai qui bouge beaucoup, qui peut compenser certaines montées, et lui tu as dit qu'il y a une grosse activité. Moi j'avais pas forcément pensé à le mouvement pour cet hiver à Arsenal, parce que je trouve l'équipe bien rodée, mais ce que tu as dit c'est peut-être sur forcément les petites limites offensives, et malheureusement c'est Gyökeres qui a une adaptation qui commence un petit peu, je vais pas dire à sentir mauvais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la différence, le match, le truc où on s'est dit c'est bon, la roue a tourné en sa faveur, et même j'ai vu certaines séquences contre Wolverhampton, il est à contre-temps, où tu sens que dans la tête ça lui pèse, et je parle aussi de la sélection nationale, mais avec la Suède, ça a été un naufrage, tu vois, la campagne d'éliminatoire, ils ont encore une chance de se rattraper en mars, donc pour le coup je pouvais comprendre l'idée d'Arteta d'aller chercher ce gros neuf, parce que c'est ce qui lui manque, tu vois, d'avoir un référentiel de 15-20 buts, un petit matelas comme ça en Première Ligue, et pourquoi pas en Champions, et après d'autres joueurs qui peuvent performer. Tu as très bien résumé, hein. Franchement Martinelli revient bien, Trossard dans le rôle de 4e homme de super sub sur nickel, Saka te fait des différences, mais il faut pouvoir avoir ce gars-là. Bah ouais, à Arsenal, bon, il y a eu des belles saisons, tu vois, de Sanchez, Aubameyang, Lacazette, une des premières. Sinon, ouais, depuis Van Persie, t'as pas eu vraiment le mec dominateur comme ça en Première Ligue, où tu te dis waouh. Et même si on est tous d'accord pour dire la défense incroyable, le milieu de terrain, le gardien, c'est vrai qu'en termes d'attaquant, au-delà de Saka, faut voir Eze ce qu'il peut apporter. Donc ouais, c'est médio, j'aime bien la prise de risque. Un move pour gagner maintenant, quoi. Je pense trop cher et risque de blessure. C'est pas pour le futur, mais là maintenant, potentiellement pas mal. Tu veux nous parler d'un de tes moves ? Ouais, alors moi ce que j'ai fait, c'est histoire de parler de tout le monde, j'ai fait un move par championnat.
Nice. Comme Sympa. ça, je me dis qu'on va évoquer pas mal de monde. Bah écoute, si tu veux, on reste en première ligue. On va du côté de Manchester United Allez. et de nos amis d'Ineos qui voilà, sont prêts, j'ai l'impression, à dégainer du très très lourd sur le mercato. Ils ont envie de faire des folies. Ils en ont déjà fait cet été. Ils avaient besoin de renforcer le secteur offensif et c'était une bonne chose. En attendant que Sesco prenne bien, Cunha, Mbeumo. Voilà, on voit quand même un United un peu plus intéressant. Mais pour moi, il manque vraiment ce joueur, le lion du milieu de terrain. Ça parle de Carlos Baleba. Et pour moi, après, c'est extrêmement cher. Mais je me dis que si United veut redevenir United, il doit aller sur ce type de joueur. C'est Elliot Anderson. Je pense que il rassemble toutes les caractéristiques qu'il faut pour le système d'Amorim, pour le double pivot. Il évolue comme ça à Nottingham. Également avec la sélection anglaise, j'oublie pas qu'en sélection nationale, c'est quelqu'un qui est devenu hyper important pour Tourelle et qui a trouvé un petit peu le pendant de Rice. On sait que durant le dernier Euro, Southgate, il a tenté pas mal de choses. Tu as eu, je crois, Trent, tu as eu Gallagher, tu as eu Bellingham et Foden qui se marchaient dessus. Et le milieu de terrain, finalement, tu n'avais que Rice qui surnageait. Mais à ses côtés, il faut un autre profil. Et je trouve qu'Anderson, en termes d'activité, de générosité, il a tout ce qu'il faut, je pense. Alors le prix, je l'ai dit, j'ai vu des certains montants, ça pourrait être la recrue la plus chère de l'histoire de United, au-delà de Paul Pogba, mais voilà, si United veut redevenir United, j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire un petit peu, pas ce all-in, mais si tu me parles de mercato idéal et de profil, c'est vrai que tu as Baleba qui me plaît bien, peut-être qu'en joueur moins cher, tu avais Bouba Kamara. Je pense qu'il pourrait aussi leur faire un grand bien. Mais tu sais quoi, Elliot Anderson, comme il y a ce côté petite hype, et il est dans une équipe qui, pour l'instant, en première ligue, sous Sean Dyche, qui a déjà changé 2 fois de coach, qui a, voilà, on va dire, bas du classement, mais je pense qu'ils vont se sauver parce qu'ils ont quand même un super effectif. Mais voilà, si United... je dis pas que Elliot Anderson pourrait être le Michael Carrick, le nouveau Michael Carrick en termes de joueur d'équilibre, mais je lui vois énormément de qualité à ce garçon. Tu vois, en termes d'autres milieux, tu as aussi Adam Wharton qui pourrait être sympa, mais voilà, tu as Baleba, Wharton, Anderson. Je pense que dans tous les cas de figure, il se tromperait pas, mais celui qui me paraît le plus intéressant pour le jeu d'Amorim, parce que tu sais, tu as Casemiro qui a quand même cet âge, tu as Bruno Fernandes qui arrête pas de faire des allers-retours, double pivot, les 3 devant, et pourtant, quand tu vois encore le coup franc qu'il a mis contre Bournemouth et son activité, c'est un joueur qui devrait être, moi, un peu plus haut par rapport à ce double pivot. T'as Ugarte qui s'est pas adapté, t'as Kobe Mainoo qui a été mis de côté. Donc si ils ont envie de faire le craquage financier, Elliot Anderson, voilà, je valide l'idée. Ouais, totalement. Moi, je suis un grand Anderson fan depuis la trêve internationale où Tuchel a trouvé la formule, je pense, en septembre, avec lui et Rice. Et effectivement, on parlait d'United au milieu de terrain avec Baleba cet été comme la zone dans laquelle ils devaient se renforcer et ils l'ont pas fait. Et dans ce 3-4-2-1 tellement important. Donc ce serait cool. Forest, ils sont, je pense, 17e, 16e, 17e. Je donc, crois qu'ils ont gagné contre Tottenham, donc ils sont remontés à la 15e place. Mais ils n'ont pas une grosse marge sur la zone rouge. Mais depuis que Sean Dyche est arrivé, ça va mieux quand même. ouais, je les vois. Ouais, ils ont 5 points d'avance sur West Ham qui est 18e, effectivement. Ça pourrait du coup être l'opportunité pour encaisser un gros chèque. Donc ouais, c'est un bon move pour renforcer United au milieu. Moi aussi, en fait, j'ai pas exactement les 5 championnats parce que j'ai fait que 4 moves. Donc, j'ai pas fini mes devoirs. Le chien a mangé le bout de la feuille là, où il y avait le 5e move. Mais sinon, j'ai 4 championnats. J'ai parlé de la première ligue avec Arsenal. Et là, je vais te parler du Real Madrid. Pour moi, le Real, et je réfléchis un petit peu dans cette configuration de mercato hivernal, ce qu'il faut au Real, c'est beaucoup de choses. Mais quelque chose sur lequel tu peux commencer peut-être à te pencher, c'est un défenseur central super pépite pour mettre à côté de Dean Huijsen. Huijsen, super, très bonne prise. Potentiellement, ça s'avérera être une des meilleures prises du mercato estival dernier. Tu reconstruis 50% de ton axe défensif, tellement important au Real Madrid, un club qui a quand même connu Ramos Pepe, Ramos Varane. C'est toujours été une partie fondamentale de leur équipe gagnante, même Militao Alaba sur la campagne victorieuse 2021-2022, qui était tellement fort, notamment en finale contre Liverpool au Stade de France. C'est important, l'axe central pour le Real Madrid, mais derrière Huijsen, qui est super, qui est juste la moitié, Alaba, il est mort. Rudiger, il est mort/nul. Asensio,
il n'est pas niveau titulaire Real Madrid pour moi. C'est bien de l'avoir dans les 4, je pense, mais c'est pas un titulaire. Et Militao, il vient de se reblesser sévère. Pour moi, il doit être considéré comme mort. Hein. C'est sa 3e grosse blessure en 3 ans. Malheureusement, j'aime beaucoup le profil, la vitesse qu'il a, la qualité de passe, mais en vrai, malheureusement, je pense que sa carrière est grosso modo terminée, surtout pour un club comme le Real Madrid. Donc, tu as besoin d'un défenseur central à double timeline qui vient former aux côtés de Huysen la nouvelle paire du Real Madrid pour l'avenir. Le Ramos Varane, le Ramos Pepe, comme je t'ai dit. Huysen en plus lui-même, hein, il est un peu fragile sur ce début de saison, donc tu sais jamais ce qui peut arriver. Pour moi, il faut frapper un grand coup là. Et comme j'aime beaucoup les paires de défenseurs centraux complémentaires, comme je dis souvent, chien, chat, et bah Huysen c'est le chat ultime. L'anticipation, le calme, la sérénité, la qualité de passe. Et bah je partirais bien sur un joueur chien, un central chien. Et c'est pour ça que même si j'entends beaucoup parler de Schlotterbeck par exemple, que j'adore par ailleurs, hein, franchement Schlotterbeck, avant sa blessure à Dortmund, top défenseur central, un des meilleurs de la planète à ce moment-là, qui avait peut-être pas le niveau d'exposition, et encore il y avait eu le match contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Champions qu'il avait mis très haut dans les radars. Mais pour moi, Schlotterbeck, Huysen, 2 défenseurs centraux gauchers, les 2 avec un super pied, très dans l'anticipation et la lecture. Peut-être il y a un léger manque de complémentarité. Et du coup, je réfléchissais à quelques profils qui sont peut-être des mecs que tu prends, mais et si t'aides sur la deuxième partie de saison, c'est génial, mais peut-être plus tu réfléchis à la suite. Et le premier nom que j'avais en tête, c'est un mec c'est pas possible parce qu'il a été acheté par le PSV Eindhoven à Valence cet été, donc ça fait que 6 mois qu'il est au PSV, c'est Jarek Gasiorowski, qui est très fort, qui est en train de montrer vraiment de belles choses. Mais en plus, lui, il est gaucher. Donc l'autre nom que j'avais, c'est Sepp Vandenberg, que Liverpool n'a pas gardé. Et tous les week-ends, les supporters de Brentford se demandent pourquoi. Et les supporters de Liverpool se demandent pourquoi aussi, je pense. Parce que, franchement, le niveau qu'il montre en Première Ligue, où il a joué 100% des minutes de Brentford, il a 24 ans, il vient d'avoir 24 ans, Sepp Vandenberg, 1m92, et pour le coup, par rapport à Huysen, vraiment de la présence aérienne. Huysen est un faux grand, je trouve, pas incroyable dans les airs, alors que Vandenberg est top 5% en Europe en duel aérien remporté. Il est très solide, dur à battre en 1 contre 1, 78% de dribbleurs taclés. Pour Vandenberg, c'est top 10% en Europe. Il perd grosso modo un duel défensif tous les 8 matchs. Ça le place top 3% en Europe. Et tout ça, c'est des stats faits en Première Ligue. Donc il n'y a pas de coefficient pour nuancer à apporter. C'est pas comme les buts de Gyökeres. Donc j'aime beaucoup Vandenberg. C'est pas le meilleur relanceur ou le meilleur progresseur, mais t'as Dean Huysen à ses côtés. Et Huysen, même si il est international espagnol, qu'il a très vite émigré des Pays-Bas, où il est né à Amsterdam, en Espagne, je pense qu'il a un petit peu de néerlandais. Donc avec Vandenberg, peut-être qu'il pourrait lui glisser 2-3 mots. Ça ferait les 2 tours néerlandaises ou d'origine néerlandaise des Pays-Bas. Et à Brentford, c'est un petit peu comme prendre Huysen à Bournemouth finalement. C'est un club de deuxième partie, deuxième tier de Première Ligue, où tu dis que la physicalité et la qualité qu'il a montré à ce niveau-là peut en faire un défenseur intéressant. Et je pense que ça ne te coûtera pas plus cher que 40 millions, peut-être. Je pense que ce n'est pas les tarifs à la Huysen, parce que là, je te lâche Vandenberg au Real Madrid. Ce n'est pas du tout une rumeur, personne n'en parle, et je ne pense pas que ce sera considéré. Mais c'était donc ce ne serait pas très très cher, je pense, mais c'est mon petit truc pour le Real. Ouais, franchement, je pensais pas que tirer sur lui, mais c'est vrai que dans les joueurs de Première Ligue, un peu dans les bonnes valeurs, sans être un truc excessif, et on sait que Florentino Pérez est quand même attentif là-dessus, qui fera pas de folie, en termes de joueurs de complément, c'est pas bête, et la dernière fois on discutait des centraux néerlandais, en disant, enfin même des défenseurs au global, là tu vas me citer lui, il y a aussi Van Aken, qui est annoncé comme aussi un joueur qui pourrait pourquoi pas à Brighton, ouais. sauter ce cap, hein, pourquoi pas aller à Chelsea, Liverpool, et lui aussi il a un profil extrêmement sympathique. Mais non, c'est bien aussi parce que le Real aujourd'hui, t'as identifié 3 postes, je pense qu'on est tous d'accord, l'ailier droit, le fameux milieu de terrain magique, et peut-être ce défenseur central, et tu l'as dit avec à la fois les blessures, les méformes et les fins de carrière, un besoin impératif mercato hivernal, c'est peut-être plus là où il faut aller en termes de malice, de flair, pour renforcer l'équipe de Xabi Alonso.
Écoute, Chabi, si tu nous écoutes, pourquoi pas On espère. l'ami Sep. Ok. Écoute, tu m'as prémâché le travail parce que tu as cité un nom que j'ai évidemment dans mon mercato idéal pour cet hiver. C'est Schlotterbeck. Alors, je vais à l'évidence, mais pour moi, l'évidence, ça veut pas dire de pas trouver des pistes. Et vous en faites pas, j'ai pas travaillé, j'ai réfléchi à certaines choses. Mais pour moi, en fait, Schlotterbeck et le Barça, c'est le mélange parfait. Enfin, je sais pas à quel point ça peut se faire, pas se faire, mais pour moi, il y a toutes les conditions qui sont réunies. Un joueur qui est bien revenu, qui s'est bien rétabli de sa blessure au ménisque, qui vient d'avoir 26 ans, qui est en fin de contrat dans 1 an et demi, qui a une bonne valeur marchande sans que ce soit démesuré pour les finances du Barça, qui est gaucher. Koubarsi droitier, si tu imagines une nouvelle ère pour la défense du Barça, en sachant bah, tu vois que tu as d'autres joueurs qui peuvent dépanner. Enfin, on a vu Eric Garcia faire pas mal, Gérard Martin qui a rendu des services. Mais voilà, je pense que le Barça, s'ils veulent progresser et retrouver un élan supplémentaire sur l'aspect défensif, Schlotterbeck, il a la vélocité, il a la mobilité. Tu as parlé justement de cette double confrontation référence PSG Dortmund où il a été très très bien accompagné par son mentor Hummels. Et je me demande si en fait Schlotterbeck n'est pas en train de devenir, même si 26 ans pour un défenseur central, ça peut rester jeune, si c'est pas en train de devenir un sage et quelqu'un qui est capable d'encadrer, qui a des responsabilités, sélection allemande, il est devenu capitaine de Dortmund. Est-ce qu'au Barça, alors il serait pas capitaine, hein, mais être ce leader de défense, je pense qu'il en a la capacité. Et il y a beaucoup de débats, enfin on l'entend chaque week-end sur le hors-jeu, Flick, tout ça, il va droit dans le mur, mais en fait Flick, s'il continue à le faire, même quand il y a des petits défauts, je pense qu'il va aller au bout de son idée. Et Schlotterbeck, pour moi, il a cette capacité vraiment de rentrer dans le logiciel du coach allemand et de pouvoir parfaire tout ça. La qualité de passe, excellente. Il y a une transversale lors du dernier Euro. Je ne sais plus si c'était Allemagne-Suisse, mais vraiment une passe où je m'étais dit, ce gars-là, il a une qualité dans ce registre-là. Pour moi, il combine vraiment toutes les caractéristiques du défenseur moderne. Et au-delà du fait de se dire qu'il est prêt pour le grand saut, je me dis que pour Flick, dans ce qu'il recherche, tu vois, j'ai regardé les rumeurs, t'as Ignacio du Sporting, t'as même Ryerson de Dortmund, autre joueur pour permettre peut-être à Koundé de revenir dans l'axe. Mais pour moi, Schlotterbeck, il y a le pied gauche, il y a le leadership, il correspond aux idéaux de ce coach. Et il n'y a pas, tu vois, en termes de timing, de transfert, je pense que c'est le bon moment pour toutes les parties. Ouais, sur le profil, je suis absolument convaincu. Je pense effectivement que autant pour le Real, il y a un léger doublon sur le profil, autant pour le Barça, ça va très bien parce qu'ils ont besoin d'un gaucher depuis le départ d'Inigo. Et Koubarsi, c'est plus un chien qu'un chat en vrai, même s'il a un super pied dans la manière dont il aime défendre, l'agressivité qu'il a, même si elle n'est pas encore... C'est un chien, c'est un chiot plutôt, défenseur central chiot. Il a besoin de... En vrai, il a besoin de progresser un peu, Koubarsi, défensivement, et ça lui ferait du bien d'avoir du coup un mentor, un mec pour l'épauler. Et Schlotterbeck, comme tu as dit, 26 ans, mais il a déjà vachement de bouteilles. Il a la sélection avec l'Allemagne. Sa grave blessure, ça fait mûrir aussi. Il a joué une finale de Ligue des Champions. Il a connu des vrais gros rendez-vous. Et il est en fin de contrat 2027, donc il lui reste 1 an et demi. On en entend pas mal parler en ce moment. Est-ce qu'il y a une clause ou une situation avec Schlotterbeck qui faciliterait son départ cet hiver ? Non, mais j'ai vu un truc autour de 40-45 millions, mais j'ai vu que le Bayern serait aussi intéressé parce que forcément c'est une bonne pioche à portée de main. Donc moi, le prix que j'ai vu, c'est 40-45 millions pour cette histoire d'1 an et demi de contrat. D'accord. Bah, je pense que le Bayern se positionne aussi parce qu'ils sont en négociation contractuelle avec Upamecano. Et oui. C'est toujours un bon argument d'avoir un œil sur quelqu'un d'autre. Au cas où. Ouais, c'est ça. Et en vrai, sur la complémentarité, par exemple avec Ta, je trouve... alors, il y a dû avoir des matchs de l'Allemagne où ils ont joué ensemble que j'ai pas en tête. Donc ça, en vrai, je pourrais pas dire très précisément. Mais sur la complémentarité, Schlotterbeck, beaucoup plus chat et Ta, beaucoup plus chien. Là, actuellement, ils sont chien-chien avec Upamecano et Ta. Ce qui colle bien au système de compagnie. Mais ça pourrait être pas mal, mais juste Upamecano, pour moi, est impossible à déloger. Tu peux pas faire mieux en ce moment qu'Upamecano. On en a parlé il y a quelques minutes. Donc je pense qu'en vrai de vrai, c'est plus probable le Barça à voir économiquement où ils en sont. Si maintenant qu'ils sont de retour au Camp Nou et qu'ils ont vendu le sponsoring des portes des toilettes, ils vont pouvoir récupérer suffisamment d'argent pour pouvoir se faire schlotti. Mais effectivement, défenseur central gauche au Barça, on en parle depuis 6 mois, c'est un besoin critique.
Et plus tôt tu l'adresses, mieux c'est. Donc je valide 100%. Ouais, et je suis allé revoir la fameuse passe qui m'avait impressionné, c'était contre le Danemark en 8e de finale pour Moussiala, où il le lance en profondeur deuxième période. Et c'est vrai que lui il était plutôt remplaçant parce que je crois que Ta avait une suspension, c'était Rudiger Ta. Mais évidemment, Schlotterbeck il est redevenu aussi important avec l'Allemagne. Là, j'ai vu qu'il était revenu sur les derniers matchs de qualification. Donc voilà, il en avait pas mal enchaîné même pour Nagelsmann en vue de la Coupe du Monde, c'est redevenu une option prioritaire. Très intéressant. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Dortmund. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu te dis que leur meilleur joueur, d'équipe top 15 Europe, top 15 Champions, où tu te dis que leur meilleur joueur, c'est un défenseur. Peut-être l'Inter avec Bastoni, mais d'ailleurs dans des profils registres relativement similaires avec Schlotterbeck. Mais ouais, très top joueur, et celui qui le prendra sera très content. Je vais partir en Ligue 1. L'OM. On a parlé un petit peu de Greenwood tout à l'heure, où je parlais de pour moi, le gros problème de cet effectif qui a tellement de potentiel, c'est son manque de créativité axiale. Contre Lille, le match à 5 tirs, même contre l'Union, hors Greenwood, il y a eu des moments, ça a été compliqué. Il te faut un joueur axial de dernier tiers qui ouvre des espaces par le dribble et par la passe, même par la frappe longue distance, qui soit quelqu'un d'autre que Greenwood. Lui tout seul, je pense que ça plafonne la performance de l'OM, que ce soit en Champions et en Ligue des Champions. Pajao, décevant pour l'instant, même si pour moi Marseille s'est pas trompé sur lui. J'aime le joueur, je pense que ça prend un peu plus de temps, mais pour l'instant le rendement il est ce qu'il est. Le double pivot Højbjerg-Vermeeren, je suis très fan, je trouve ça c'est une bonne idée. Mais après, sur ce rôle d'offensif axial, c'est là où tu tombes vite sur Bilal Nadir, Bakola, des joueurs qui ne sont pas des joueurs 8e de finale de Champions. Et on a vu que O'Reilly, c'était pas ce profil non plus. De Zerbi a signifié clairement que c'était un problème, cette zone. Il a dit dans une interview récente, je pense que c'était après le match contre Auxerre peut-être, il dit « Les absences d'Ahmed Junior Traoré et Amine Gouiri ont un impact car aujourd'hui on n'a pas vraiment de numéro 10. Cette question sur les solutions offensives, vous pourrez la poser quand Gouiri et Traoré seront là. De temps en temps, je mets Wea. Pour le moment, c'est pas facile de changer. On a 2 blessés à la même position. Mais le truc, c'est que pour moi, alors je suis pas Roberto De Zerbi, et c'est sans doute mieux que moi, mais je pense pas que le retour de Gouiri règle ce problème, parce que pour moi, il n'est pas un 10. Et je pense pas que le retour d'Ahmed Traoré se produira un jour. Non, je sais pas, mais en tout cas, on sait pas ce qui est en train de se passer autour de lui. Et on sait pas s'il reviendra là pour la deuxième partie de saison. Donc, comme moi, je suis très dans cette optique, mercato hivernal, se renforcer maintenant et faire une grosse deuxième partie de saison. Pour Marseille, ça veut dire aller chercher la Ligue des Champions à minima en Ligue 1, peut-être challenger ou vivre une fin de saison excitante en France. Ça veut dire passer un tour à élimination directe de Ligue des Champions, le 16e de finale qui vont jouer, le play-off, le play-in, là, peu importe comment on veut l'appeler, mais le passer, ça, ce serait une vraie belle réussite pour Marseille. Et du coup, moi, je vois la manière dont ils jouent, et je trouve qu'il te faut un joueur type Martin Odegaard. Un 10 qui tire les ficelles, qui ouvre les espaces dernier tiers, les passes dans le bon intervalle, la qualité de frappe extérieure de surface. En plus, tu as des bonnes cibles à aller chercher. Hein. Franchement, Obama, Greenwood, Pajao, Gouiri quand il reviendra, tu te régales. Tu as des mecs sur lesquels aller faire ta saison, ta demi-saison même, à peut-être 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il y a vraiment un profil et une opportunité intéressante pour un joueur en manque de temps de jeu et qui a la qualité pour peut-être performer tout de suite dans ce contexte. C'est pas Martin Odegaard, c'est Ethan Nwaneri, prêté. Ethan Nwaneri, 171 minutes de Première Ligue cette saison. Première Ligue plus Champions, une seule titularisation contre le Slavia. Il n'est pas en train de vivre la trajectoire de Lennart Karl. Il n'est pas en train d'être un joueur qui compte aux yeux de Mikel Arteta. Et même quand Odegaard rate des matchs, et il en a raté des matchs cette saison, il y a Eze qu'ils ont pris cet été, il y a Merino que tu recules ou que tu avances en fonction de si tu considères c'est un 6 ou un 9, tu as Louis Kelly qui est aussi un 8 avancé de formation. En vrai, des offensifs gauchers qui aiment le demi-espace droit, à Arsenal, c'est pas ça qui manque. Hein. Saka, Madueke, même Max Doman potentiellement. Je pense qu'il va y avoir un petit peu embouteillage pour Nwaneri et que une opportunité de se montrer en Champions, en Ligue 1, qui est un super révélateur pour la Première Ligue, à un club
dans un club qui a des liens très forts avec Arsenal, parce qu'ils l'auront littéralement créé William Saliba, meilleur défenseur de Première Ligue, je pense qu'il y a un petit truc à faire. C'est un prêt de 6 mois, sans option d'achat, évidemment, mais ça te permet de ne pas dépendre sur le retour potentiel d'Ahmed Traoré. Ça te permet de voir comment il revient et d'envisager 2026-2027 avec plus d'informations sur cette question-là. Mais ouais, je pense que l'OM a besoin d'un 10 en gros. Et un 10, c'est très très dur à trouver pour pas cher et encore plus au mercato hivernal. Donc un mec en besoin de temps de jeu, qui a été avec l'Angleterre U21, pardon, leur meilleur 10 sur la pelouse il y a pas longtemps. Je sais pas, je pensais à lui, je pensais à Dro du Barça aussi. Mais Nwaneri, qui a déjà des matchs de Première Ligue, comme je dis, la passerelle Ligue 1 Première Ligue, je trouve que il y a une très bonne complémentarité entre les championnats. Et si on a Hendrick à l'OL et Nwaneri à l'OM, ça nous fait 6 mois de Ligue 1 encore plus excitant. Ah bah écoute, tu vas enlever une épine du pied parce que moi j'ai cherché aussi ce joueur un peu créatif au-dessus du double pivot. J'ai cherché plein de 10, j'ai cherché des joueurs de côté qui pourraient évoluer dans ce registre et j'ai pas trouvé. Donc en fait je me suis dit, si j'arrive pas à avoir l'étincelle, et c'est vrai que le prêt, je me suis dit, je l'ai envisagé pour peut-être un Brahim Diaz, tu vois, par exemple, qui pareil, peut-être en vue de la Coupe du Monde, en attendant de voir ce qui va se passer à la CAN. Donc Nwaneri, non, très très belle option. Tu as dit, c'est vrai que c'est pas de sa faute, hein, c'est juste qu'à Arsenal, il y a vraiment une concentration de talent, un mercato où tu as fait plus que doubler des postes. Et Nwaneri, il a besoin de temps de jeu, même si tu vois, c'est un 2007, ça reste évidemment très très jeune. Mais lui, pour le coup, l'expérience à la fois équipe de Ligue 1, top 3, mais aussi, pourquoi pas, un coup à jouer en LDC, ça pourrait un peu le remobiliser. Et ensuite, on ne sait pas ce qui se passera à Arsenal. Est-ce qu'on sait que des fois, il y a des joueurs qui sont prêtés en première ligue dans des équipes type Fulham, ça pourrait être la solution pour sa trajectoire. Évidemment, on a vu des choses où Nwaneri, il a joué, il a marqué très tôt, 16-17 ans, donc on a envie de plus. C'est juste que là, pour l'instant, c'est bouché. Mais pour l'OM, qui bouge très souvent sur les mercatos hivernaux, et je pense que du côté de Benassia Longoria, on est conscient de certains manques et peut-être des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes du précédent mercato, en sachant évidemment que c'est dur pour l'OM parce que t'as jamais eu l'équipe au complet. On a eu que Guéry, mais t'as aussi dit le nom d'Ahmed Traoré, qui pour moi était hyper intéressant comme idée, à savoir le 4e homme, le joueur que tu peux mettre un peu dans tous les postes. Malheureusement, il y a la blessure, elle commence à bien tarder. Donc ouais, je pense que l'OM doit bouger sur ce type de profil. Et comme on dit, pour moi, quand c'est gagnant pour les 3 parties, joueur, club prêteur, club prêté, ça me plaît bien. Ouais, tu peux te dire en contradicteur que Marseille, c'est juste un prêt sans option d'achat. Que Arsenal, peut-être ils aimeraient bien quand même le couver et le garder, ne serait-ce que dans l'environnement professionnel d'Arsenal. Peut-être que pour un gars de 18 ans, parfois les minutes les plus importantes, c'est celle de l'entraînement, dans un groupe pro, où tu apprends le module Arteta, etc. Mais franchement, l'opportunité, je pense, elle est excitante pour un gars comme Nwaneri. Et Marseille, c'est un gamin de 18 ans que demain tu mets dans ton rôle de numéro 10 potentiellement. C'est un peu flippant, mais je pense que sur la pression, sur l'activité défensive, il a appris des choses avec Arteta, où De Zerbi serait content de retrouver ces apprentissages-là. Et peut-être avec Greenwood en plus, un petit lien de grand frère, petit frère. Donc ouais, et puis pour nous, ce serait intéressant à voir. Mais ouais. Bah écoute, ouais, je suis convaincu par ton idée. Pour rester en Ligue 1, j'ai écouté une conférence de Campos et ça a répondu à quelques-unes des interrogations de ma part et peut-être du grand public sur finalement pourquoi le PSG ne recrutait pas de manière démentielle pour faire un peu cette hégémonie post-Ligue des Champions, renforcer l'équipe de Luis Enrique. C'est vrai qu'on avait eu pas mal de blessés et eux ils sont vraiment dans une logique de construction de groupe, de réduire ça à 18 joueurs et d'avoir 14 joueurs de haut niveau et surtout des joueurs polyvalents, versatiles comme on dit en anglais. Et pour moi, il y en a un qui serait un bonheur infini. Il y a une astérix au-dessus de sa tête parce que vous allez vite comprendre, c'est Valentine Barco. Si Chelsea ne récupère pas Valentine Barco, pour moi, le PSG doit aller tous les jours là-dessus. Il peut remplacer Numendo si besoin.
Au milieu de terrain, son évolution depuis un an avec Liam Rossenior, c'est idyllique. Lors de notre draft Liga, tu as commencé par faire une conférence d'Harvard sur Valentine Barco qui a mis tout le monde d'accord. Donc c'est pas à toi que je vais apprendre la qualité du joueur. Mais pour moi, il est prêt. Alors forcément, est-ce que Chelsea a un besoin impératif de Barco? Toujours la même question. C'est vrai que je pense que dans un groupe élargi pour Maresca, il pourrait t'apporter des solutions. Écoute, t'as Cucurella qui est à gauche et indiscutable. Au milieu de terrain, t'as Reece James, t'as Caicedo, t'as Enzo Fernandez qui est un peu plus haut, t'as André Santos qui intrigue la rotation. Pour moi, il n'y a pas de besoin impératif au PSG. Romeo Lavia qui va revenir de blessure sur lequel il compte beaucoup. Dario Essugo aussi qui est un prospect. Donc ils ont du monde. Exactement, t'as pas mal de monde. Au PSG, il n'y a pas d'urgence absolue. Mais dans cette idée que recherche Campos d'avoir des joueurs capables d'occuper 2-3 postes, le critère jeune joueur. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a certains gros talents de Strasbourg qui n'ont pas fini à Chelsea. Dylan Bakwa, il a atterri à Nottingham Forest. Habib Diarra, il a filé à Sunderland. Donc la case Chelsea n'est pas obligatoire. Et pour Barco, ce qui pourrait peut-être avantager l'option PSG, c'est que c'est pas contre lui parce que c'était un jeune joueur, mais le passage Brighton n'a pas été une réussite. Et on sait que pour pas mal d'observateurs du foot anglais, c'est terrible, hein, parce qu'encore une fois, c'était un jeune joueur. Mais si tu rates le premier passage, ça veut dire que tu peux pas derrière t'imposer, revenir. Alors que bon, je pense que Barco, là, il est en train d'avoir une évolution où on se dit que dans un championnat de Première Ligue, il rendrait des services à pas mal d'équipes, qui serait un joueur idéal. Mais dans ce PSG de Luis Enrique, qui va pas chercher une recrue par ligne, mais peut-être un joueur capable d'occuper plusieurs postes. Puis tu vois, on sait qu'il compte beaucoup sur certains jeunes, et Njantou, Mbaye, Mayulu. Barco, pour moi, il n'est pas du tout dans cette zone-là. Il est plutôt sur le côté gauche, à pas mal de postes différents. Je te dis, la valeur marchande, elle serait pas démentielle. C'est un transfert intra-Ligue 1, donc peut-être ça pourrait être à 25-30. Si Chelsea fonce pas là-dessus, moi, je le vois évidemment aller au PSG tous les jours. Ah, je pense que ça colle totalement dans l'idée de bâtir cet effectif, en fait de renforcer ce qui était l'année dernière, un effectif qui va gagner la Champions avec seulement vraiment 12 joueurs de phase à élimination directe, le 11 titulaire plus Barcola, ou plus Doué en fonction de qui était le titulaire, mais à la fin c'était Doué. Et sinon, en sortie de banc, c'était les joueurs Zaïre Emery, Lee, Lucas Hernandez, ceux qui rentraient le plus, Beraldo, Gonzalo Ramos. C'était des joueurs qui, en vrai, dans l'esprit de Luis Enrique, c'était surtout les mecs que tu mettais en Ligue 1 pour faire reposer les titulaires, pour qu'ils soient frais pour la Champions. Et demain, tu veux regagner une Champions ou créer quelque chose de dynastique. C'était ma question aussi en début de saison où je disais c'est qui sera le joueur pivot de la saison du Paris Saint-Germain, et je disais les cracks on les connaît, les tauliers on les connaît, mais le pivot de la saison du PSG c'est peut-être réussir à passer d'un effectif de 12 à un effectif de 15. C'est pour ça que je disais Mayulu qui avait marqué en finale de Champions, qui peut-être pouvait devenir ce 14e, 15e joueur. Avec Barco tu prends direct un joueur numéro 12, numéro 13, numéro 14, et c'est le Paris Saint-Germain ne doit pas réinventer la roue et refaire son 11, il doit juste trouver un petit peu plus de profondeur. Donc effectivement, ça match méga bien, et je suis d'accord avec toi. De toute manière, Chelsea, je pense que c'est un des clubs où il y a le plus d'opportunités à faire autour d'eux, parce que si tu peux être un vautour et aller manger un petit peu sur les bêtes que le Lyon-Chelsea a laissé de côté, parce qu'il y en a plein. Il y a des cadavres et des cadavres empilés qui ne sont pas touchés depuis, mais qui sont tout frais. Il y a plein de viande. Il y a tellement de choses à aller chercher dans les inefficiences de Chelsea, qui a empilé max de joueurs et qui potentiellement est en train de réussir une stratégie qui va fonctionner à terme. Mais c'est juste qu'il y a forcément du gâchis, entre guillemets, et tu peux aller te servir là-dedans et faire de très très belles choses. Et ça compte, ça joue aussi pour Strasbourg aussi. Donc ouais, j'aime bien, bien sûr. Comme tu as dit, j'aime bien Barco. Je vais te parler d'un autre défenseur central pour le Bayern, qui doit commencer à préparer la suite pour moi, parce que en gros, Upamecano, pour moi, il va prolonger. Tu construis ton ossature autour de lui. Mais le reste, alors, il aura 30 ans en février. Depuis 7 ans, il a raté 7 matchs. Il a raté 2 matchs sur les 5 dernières années. C'est un pour infection et l'autre pour maladie. Donc vu son gabarit, malgré quelque part son gabarit de tank, son agressivité ultime, en vrai c'est un vrai homme de fer. Tu peux compter sur lui physiquement, et j'ai pas peur pour lui entre guillemets avec les années qui passent. Même si début de carrière il y avait eu des petits soucis d'adducteur, quelques déchirures musculaires, tu vois le gabarit, mais bon, j'ai quand même confiance en Upamecano. La charnière est en train de montrer sa qualité là actuellement. C'est juste que
Derrière, Ito, il revient de blessure là, donc c'est cool. Mais c'est 2 fractures du métatarse en 2 ans. Donc combien de temps est-ce qu'il revient réellement? Et Kim, pour moi, c'est pas au niveau Bayern. J'ai vu beaucoup trop de matchs de Kim à un niveau, je te dis pas un niveau 5 sur 10, je dis un niveau 2 sur 10. Saison dernière, saison d'avant, pour moi, c'est pas le niveau qu'il avait au Napoli. Et c'est en vrai assez. C'est pas un joueur que je veux mettre dans un quart de finale ou demi-finale de Champions dans mon 11. Genre vraiment pas. Je veux tout faire pour éviter ça si je suis le Bayern. Et du coup, t'as Upamecano, t'as Ta. Et derrière, en vrai, je trouve que c'est un peu difficile. Ito, tu sais pas si tu pourras compter sur lui physiquement. Et Kim, je le veux pas dans mon 11 sur des matchs importants. Donc je pense que le Bayern doit commencer à préparer l'avenir à ce poste. C'est pas pour rien qu'il y a la rumeur Schlotterbeck, même si, comme on a discuté, je pense que ça joue dans aussi les discussions contractuelles avec Upamecano. Mais chercher un peu une pépite. Un gars qui, il arrive, typiquement comme, je sais pas, quand Tottenham a fait, peut-être il y a 2 ou 3 mercato, 2 peut-être. Je me souviens, ils avaient fait Luka Vuskovic, qu'ils avaient ensuite prêté en Belgique. Mais voilà, ils ont tout de suite allé poser le billet sur le mec de 16 ans du championnat croate, parce qu'ils ont flairé un mec qui potentiellement, dans 5 ans, sera un des défenseurs centraux importants du foot continental. Il faut commencer, je pense, à anticiper ces sujets-là pour le Bayern, qui arrive, mine de rien, sur une fin de cycle dans quelques zones sur le terrain, et qui est, depuis un moment, pas trop sur la réflexion, sur l'anticipation. Il y a un peu trop de réactions pour le Bayern, et j'aimerais les voir un petit peu plus dans l'anticipation sur leur direction sportive. C'est pour ça que je suis allé chercher, alors vraiment un mec que je connaissais pas il y a 24 heures. Je suis allé sur mon site un peu Wisecout, j'ai glissé les sliders tous dans le 80e centile pour les défenseurs centraux, que ce soit le jeu progressif, que ce soit le 1 contre 1, les duels aériens. Et il y a un nom qui est ressorti, donc je l'ai tapé sur Google et j'ai vu genre 3 articles de scout en mode ah ouais, lui, le futur. Et je fais ah ok, il y a peut-être quelque chose. Je suis allé voir des clips et il est vraiment pas mal. Il s'appelle Noah Markman et c'est un défenseur central de 18 ans de Nordsjælland qui forme généralement des bons joueurs. Et en gros, pour te faire juste l'archétype, c'est genre Dean Huijsen droitier. À 18 ans, pas aussi... peut-être il ira pas au niveau de Dean Huijsen, qui est très très jeune aussi, qui est encore plus crack. Mais voilà, un Dean Huijsen droitier qui est là dans le championnat danois, mais c'est pas pour longtemps. Voilà, je pense que c'est le moment là pour un top club, même si c'est pas pour le faire jouer tout de suite. C'est peut-être pour le reprêter à Nordsjælland et ensuite le prêter ailleurs en Bundesliga. Ou je pense un petit peu comme ils avaient essayé de faire à l'époque avec Tanguy Nianzou. Chercher un défenseur central d'avenir, ça, évidemment, ça n'avait pas du tout marché. Mais ouais, commencer à préparer la suite pour que dans 2 ans, quand tu as 32 ans et quand tu te rends compte que Ito et Kim, en fait, il n'y a rien à en tirer, tu as un 3e ou un 4e central à minima et un mec que tu peux progressivement commencer à faire grimper en compétences et peut-être un jour être dans ta ligne titulaire. Noah Markman. Ok, j'avoue, je connaissais pas du tout en termes de profil. C'est vraiment parce que moi aussi j'ai pensé à un défenseur du Bayern, mais je me suis dit c'était peut-être plus un move d'été comme tu vois, il a fait un gros match contre le PSG, c'est bien installé. Comme beaucoup d'équipes européennes, forcément j'ai pensé à Jacquet parce que voilà, en termes de stature, de potentiel, et puis ce que je dis c'est que, tu vas le prendre parce qu'évidemment il est très très bon, mais aussi tu vas le prendre parce que tu vas empêcher d'autres d'aller là-dessus. Et après on a beaucoup parlé, Arsenal, Chelsea, Liverpool, il a ce profil-là. Je pense qu'il peut aller dans pas mal de gros clubs européens, mais je sais pas, au Bayern avec Upamecano plus expérimenté dans ce cocon. Voilà, on sait que le Bayern n'est pas une équipe qui va faire non plus des dépenses phénoménales, mais Jacquet, je pense l'été prochain sera peut-être 55-60, à voir encore si ça peut grimper. Mais comme on parle de mercato hivernal, je me suis dit Rennes pourrait peut-être pas le lâcher là. Après, est-ce que le Bayern pourrait le prêter? C'est pas non plus trop dans les habitudes. Mais écoute, le petit Noah Markman, on se note ça sur le calepin précieusement. Écoute, moi je vais aller voir l'ouverture de Schlotterbeck contre le Danemark, et toi tu vas aller voir une petite vidéo de Noah Markman après notre call. Voilà, c'était mon quatrième et dernier move, et peut-être pendant ton 5e, je vais essayer de réfléchir à quelque chose. Vas-y, carrément. Du coup, pareil en Bundesliga, j'ai évoqué forcément la piste du Bayern. Je vais aller sur Dortmund, et une des
révélation de la première partie de saison en Allemagne, un joueur qui ne cesse d'épater les observateurs, qui est en train aussi de prendre une belle trajectoire avec sa sélection à la Suisse, c'est Johan Manzambi du côté de Fribourg. Toi qui es amateur de stats, je pense que c'est un joueur qui va te régaler parce que c'est une sorte de 8 mais qui est capable aussi d'évoluer dans un registre assez défensif. Il a vraiment un taux de récupération de ballons interceptés qui est pas mal du tout, mais aussi dans la création. Il a une qualité de dribble, on le voit par la stat qui se distingue, mais aussi dans la création. Et là je me dis, attends, un mec aussi complet, bravo à Fribourg de l'avoir récupéré au Servette à Genève. C'est un mec qui a d'abord fait la réserve et vraiment le mec qui est en train d'éclore comme ça. On l'a vu très très bon contre Nice en Europa League. Bon, après tu me dis contre Nice en Europa League, il y a pas mal de mecs qui peuvent performer dans ce sens. Mais moi je l'imagine, on a parlé de Naples, on a parlé du PSG. Et moi, mon gros regret avec Dortmund, la Bundesliga, c'est qu'on n'est pas un BVB, je ne vais pas dire dominant, parce que tu as le Bayern, et je ne leur demande pas, tu vois, d'aller chercher le titre chaque année, on sait que c'est compliqué, tu as eu l'année où tu as eu le fameux 2-2 contre Mayence, c'est regrettable, mais je pense que Dortmund, quand tu vois à chaque fois les saisons qu'ils font, où ils sont là en Bundesliga, ou en Ligue des Champions, tu vois, sans faire de bruit, ils vont encore faire sans doute top 8, ils peuvent faire des quarts. Je regrette presque qu'on se limite avec Dortmund un peu des fois à de l'achat-revente. Évidemment, Manzambi, si tu vas le chercher, si ça se trouve dans 3 ans, tu le vendras pour 70-75. Mais à moyen terme, c'est peut-être le genre de joueur dont tu as besoin pour avoir un peu plus peut-être d'épaisseur dans ton milieu de terrain. Alors je suis allé voir évidemment l'effectif de Dortmund. T'as du monde, t'as pêle-mêle Gross, Sabitzer, John Bellingham, Mensah, Chan, même Brandt un peu plus haut. Tu vois, t'as beaucoup de milieux, mais il y en a qui vont être amenés à grandir, même si Bellingham, ça se passe pas très bien. Est-ce que l'intervention du père très tôt dans le vestiaire, ça a pas un peu fragilisé sa situation et cassé un truc directement? Je me demande, parce que John Bellingham à Sunderland, et puis même suivre les traces du grand frère, je trouvais ça pas mal. Mais Manzambi qui connaît déjà le championnat, en sachant qu'à Dortmund, tu vois, il y a des joueurs pour moi qui sont en fin de parcours, type Gross qui a plus de la trentaine, Emre Can pareil. Il y en a qui sont des bons joueurs de complément, Sabitzer et Mensah, mais qui vont jamais te faire sauter au plafond. Enfin, ils peuvent l'accompagner, mais pour moi, Manzambi, j'ai vu ce truc au-delà des stats où sur certains matchs, notamment contre le Bayern, bon, ils en ont pris 6, mais tu te dis qu'il y a un vrai truc avec ce garçon qui est capable d'atteindre un vrai sommet, et c'est pas hasard s'il a été associé à du beau monde. Si je parle de Dortmund, on se dit est-ce que c'est pas le club intermédiaire ou quoi, mais justement moi j'ai envie de voir Dortmund être capable d'aller chercher ce type de joueur. 20 ans, ça peut coûter entre 25 et 30, il est déjà en Bundes, pas trop d'adaptation, et comme je te dis, je trouve que pour Niko Kovac, il a ce truc protéiforme où il peut répondre dans tous les secteurs, en termes de graphique, tu vas le voir un peu performer partout, et c'est un garçon, même si c'est une éclosion peut-être un petit peu tôt, qui devrait terminer la saison à Fribourg, pas se précipiter, il y a une Coupe du Monde avec la Suisse, pour Dortmund, je pense que ça serait un super move d'aller sur ce garçon. Écoute, je connaissais pas le joueur, et effectivement, il explose tout. C'est pour Dortmund, je suis d'accord, mec. Dortmund, ils sont agaçants, nos amis. Ils ont été dans la conversation à plusieurs moments, mais ça nous manque les vrais classiqueurs. Même post Jürgen Klopp, genre le 3-2 but de Paco Alcacer dernière minute. On a eu des vrais gros moments où il y avait une. Quand c'est vraiment une rivalité sportive, c'est une des plus belles. Ouais. Le Signal Iduna Park à Donf, rouge contre jaune. L'Allemagne et la Bundesliga est tellement bien produite en plus. Télévisuellement, c'est kiffant. C'est juste qu'il n'y a pas de vraie course au titre. Et bon, après, il y a eu Leverkusen qui a fait une saison de malade. Mais du coup, même cette saison-là, il n'y avait pas vraiment de course au titre tellement ils étaient au-dessus. Donc ça nous manque un petit peu. Et tout ce qui va dans le sens de Dortmund qui se renforce, ça me va bien. Donc, ok. J'ai pas forcément réussi à trouver un mec là, mais en gros, j'avais un peu la même question que pour l'OM, c'est à Tottenham, où un axial créatif, en l'absence de Maddison, en l'absence de Kulusevski, et je vois une des équipes, en vrai, c'est assez terrible, c'est une des pires équipes à voir jouer en ce moment. Ils ont réussi cette saison 7 passes en profondeur en Première Ligue, en 16 matchs de Première Ligue. C'est les passes qui, données dans le dos de la dernière ligne, trouvent un mec. Ça n'a pas besoin d'être un tir au bout, mais juste ça trouve un mec. 7 passes en profondeur, c'est de très loin les derniers de Première Ligue. Les Wolves sont 19e. Les Wolves catastrophiques sont 19e et ils en ont 12. Arsenal en a 60. United en a 56. City en a 53.
Chelsea en a 45, Tottenham en a 7 passes en profondeur. C'est un match sur deux, tu as la chance de voir une passe en profondeur qui trouve ton 9 lancé. Donc c'est un désastre. Créativement, c'est une des pires performances d'Europe. Donc je pense pas qu'ils vont réussir à se faire prêter Nwaneri, eux. Mais si tu trouves un 10 sympa pour Tottenham, là j'étais en train de regarder parce que je sais qu'il fait un bon début de saison, Bilal El Khanous, que je kiffais il y a quelques années, qui n'avait pas marché à Leicester. Là, Stuttgart, c'est pas mal. Et il va y avoir la CAN. Peut-être qu'il explose. Peut-être que tu le prends avant la CAN. Mais il est prêté à Stuttgart par Leicester. Ah, mais c'est une obligation d'achat. Mais il vient d'arriver. Donc je pense que c'est pas vraiment jouable. Tu disais Brahim Diaz, potentiellement, s'il y avait un petit truc à faire. Ça me rappelle quand comment il s'appelait, le latéral droit espagnol qui est venu à Tottenham. Reguilón. Reguilón pendant un moment qui avait très bien marché avant de disparaître un peu. Mais peut-être qu'il y a un truc à faire à Tottenham. Je sais pas quand Maddison revient aussi. Ouais, je crois que Maddison, c'est pour un long moment. Kulusevski, ça doit être un peu plus tôt. Mais c'est marrant, j'avais identifié le même souci. Xavi Simons, qui pouvait être un peu ce connecteur, Palinha, Pape Matar Sarr, Betancourt, et puis l'attaque où tu as plein de profils différents, mais il te manque vraiment ce gars-là. Et je trouve que les Spurs sans Kulusevski, ça souffre quand même. Donc pareil, je m'étais posé la question du 10. Moi, j'avais un dernier joueur. Attends, peut-être que tu trouves ta... Ah non, vas-y, régale, parfait. Bon, bah, on va terminer par notre bonne vieille Serie A, le Calcio. Yes. C'est un joueur que j'imaginais dans deux équipes. Il y a le Milan, mais qui va plutôt aller sur Füllkrug. Alors, je ne vais pas dire étonnant, mais on sait qu'Allegri joue qu'avec deux offensifs, que Jiménez s'est blessé, qu'il y a Pulisic qui performe très bien. Léao qui est là, t'as aussi Salmakers qui peut évoluer plus haut, Nkunku, j'ai l'impression que c'est un échec, mais je me suis dit, putain, ce joueur ça aurait été bien, mais apparemment ils vont sur Füllkrug, donc ok. Moi c'est la Roma où j'ai un souci avec le numéro 9. Dobvik l'an dernier, ça a été correct sans plus, après sa très belle saison à Gérone. D'ailleurs, tu vois, dans quelques années, quand on reverra des top 30, je pense que quand on verra Dobvik top 30 Ballon d'Or, il y en a beaucoup qui vont faire là en mode waouh, enfin qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors que ouais, Gérone, Pichichi cette année-là. Pichichi, exactement. Là, cette saison, en plus, là, je crois qu'il a refuté au niveau d'une blessure. Enfin, il y a un truc qui va pas avec Gasperini. Tu as eu le prêt de Ferguson qui a aussi du mal, qui a marqué un beau doublé contre le Celtic. En termes de pur neuf, on voit qu'il a le geste, mais de continuité, c'est ce qui lui manque. Et en fait, pour moi, la Roma, version Gasperini, c'est une équipe assez intéressante, qui n'est pas du tout une version Atalanta de Gasperini. C'est un peu plus, j'ai envie de dire, calculateur. C'est moins spectaculaire, mais c'est une équipe qui a besoin de retrouver d'abord un collectif, d'avoir une espèce d'homogénéité à toutes les lignes. Ça a été un souci à la Roma où des fois tu avais une défense très forte, par exemple Villar, et des fois tu avais un terrain qui était assez faible, en attendant évidemment l'émergence de Manu Koné. Mais tu vois, Cristante qui a été là longtemps et qui est pour moi un joueur moyen. Tu as eu Pellegrini qui a aussi une petite crise de confiance par rapport aux supporters, l'institution romaine qui là revient plutôt bien. Tu as eu des joueurs techniquement incroyables, Dybala, Soulé. Là, il y a des pistons qui fonctionnent bien comme Wesley França. Mais moi, la Roma, c'est vraiment ce numéro 9. Et écoute, on va aller chez l'équipe très malheureuse du début de saison, c'est la Fiorentina. Je sais pas quel prix ce sera. Pas mal. Mais Moïse Kean, je pense que ça peut être le 9 dont tu as besoin, la Roma. La Fio qui a pas gagné un match encore en décembre, c'est terrible. C'est waouh. En termes de chute, de naufrage, c'est dingue. Enfin, on rappelle, ils ont dépensé 90 millions cet été. Kean, qui a des stats évidemment beaucoup moins épatantes que la saison passée, où il en a mis 19 en championnat. Tu l'as complété avec un peu de la Coupe d'Europe. Avec l'Italie aussi, il a formé un très beau duo avec Retegui. Et je pense que Kean, qui connaît bien le championnat, et qui pour moi, en termes de... Après, c'est dur parce que Ferguson, quand il a commencé à Brighton, on se disait tous, ce gars-là, ça va coûter 130. Mais en termes de potentiel là sur le moment, je pense que Kean peut plus t'apporter. Il connaît très bien le championnat. La Fiorentina, ça sent un peu le roussi. Et si la Roma veut aller chercher ce fameux slot en Ligue des Champions, alors oui, c'est vrai que tu as les 2000 ans, tu as Naples. On ne sait jamais si la Juve peut revenir. La Roma pourrait enfin revenir en Ligue des Champions. Ça fait pas mal d'années qu'ils n'y ont pas été. Ouais. Et c'est l'ambition des propriétaires américains de revoir une Roma dominante dans ce sens. Pour moi, ils ont fait le bon choix avec Gasperini. Mais pour parfaire ce 10/11, il faut aller chercher un gros 9. Et pour moi, en termes d'opportunité de marché par rapport à la dégringolade de la Fiorentina, je pense que Kean, ça peut être quelque chose. Kean, il peut se dire, dans l'autre sens, vu la situation à Viola, j'ai envie peut-être ça. Alors, l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, mais tu as le rendez-vous de mars, tu as un potentiel mondial. Peut-être un peu avoir ce club qui lui permettrait de retrouver des sensations supplémentaires. Et moi, je trouve la Roma, franchement, je suis content de ce que fait le Gasp, mais il va manquer ce gros numéro 9.
Et tu vois, en termes de prix, d'opportunité, je sais pas combien il va se valoir Keane, mais comme la Fiorentina a cette saison de galère, est-ce qu'ils vont pas anticiper, je sais pas, une relégation en Série B? En même temps, c'est se séparer de son meilleur joueur, ce serait un peu à double tranchant, mais je vais plutôt du principe que la Roma a besoin de ce numéro 9 là, et je me dis, tu vois, avec Soulé, avec Dybala, même si Dybala, on sent qu'il y aurait peut-être un potentiel départ, t'as Pellegrini, peut-être un Léon Bailey, ouais, je trouve que Keane, ça correspond à ce que recherche la Louve. Pouah, magnifique, tu me régales là. Non, franchement, peut-être le seul truc qui pourrait être mieux, c'est Keane à l'AC Milan, Ouais, parce que je trouve, comme tu as dit, Füllkrug, le profil, je sais pas trop, vu comme il joue en méga projection avec ce duo axial Leao Pulisic qui est là pour jouer les transitions à fond. Keane, ça a l'air idoine pour cette configuration tactique. Mais sinon, en plus, il y a quelques jours, j'ai scrollé la Serie A et j'ai vu la Fio là. La Fio qui a pas été en Série B depuis 20 ans. Et comme tu as dit, aucun match gagné, 6 points. Ils sont à 8 points du premier non relégable. Et j'ai tout de suite pensé à Keane, qui l'année dernière a fait une saison à quasi 20 buts de Serie A, 19 je crois, qui était monstrueux. Je me dis, il se passe quoi pour lui? C'était seulement une bonne saison et en fait il disparaît. Donc j'ai pas vu de match de la Fio, donc je peux pas dire s'il est responsable du naufrage ou s'il le subit en tant que victime ou si c'est un petit peu entre les deux. Mais c'est vrai que la Fio doit peut-être quelque part choisir, décider entre guillemets. Est-ce que on considère que la saison, malheureusement, on est peut-être qu'au-delà du fait de ne pas avoir gagné un seul match en 15 journées et d'être à 8 points du premier non relégable, peut-être qu'on est vraiment nul. Et ça, on le voit dans les matchs et on n'a aucun espoir de rester en Serie A. Et dans ce cas-là, financièrement, tu vas tirer beaucoup, beaucoup plus de Keane si tu le vends là que si tu le vends dans 6 mois quand tu sais que tu descends en Série B. Et qu'il y a 800 vautours autour et que grosso modo, tu es forcé de vendre parce que peut-être que financièrement, si tu le fais pas, tu descends un étage en plus. Je ne sais pas quelle est la situation financière de la Fio. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une décision à prendre là sur le mercato hivernal. Et j'aimerais bien voir une attaque Dybala, Soulé, Keane, clairement, avec plaisir. Je pense que tu as bien défini en plus la situation avec Ferguson, avec Dovbyk. Je n'étais pas très fan de ce move. Il a clairement pas marché. Alors qu'à Girona, c'est incroyable cette attaque avec Savio, avec Miguel Gutiérrez, Tigankov en ailier, Gutiérrez en latéral gauche. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Alex Garcia. C'était Yann Couto, aussi. Ouais, Yann Couto, exactement. Ouais. Effectivement, pas mal Keane à la Roma. Et en plus, ouais, comme tu as dit aussi, la Roma, on les a pas vus en Champions depuis la Romatada, quoi. Et ce serait beau. Moi, j'ai souvenir de mon enfance, le maillot de Totti, splendide. Je pense flocage PlayStation, les matchs contre le Real Madrid. C'était de grands moments. Il y a eu aussi des traumatismes pour toi, la Roma. Malheureusement, ouais. Le la première fois qu'on va pas en quart de finale en quelques années d'affilée. Ouais. Mancini sur Réveillère. C'était douloureux ce moment-là. Mais on était déjà un petit peu sur le déclin, je pense. C'était un autre temps. Effectivement, Keane à la Fios, à la Roma, c'est pas mal. Et Gasperini, je pense, a besoin d'un petit peu plus de puissance de feu. On va boucler là-dessus, à moins que tu avais d'autres pistes en tête, mais moi je trouve que c'est pas mal. Non, bah évidemment, j'avais pensé à un central à Liverpool par rapport à certaines difficultés. Tu avais eu Gueye, je pensais à Ndika à la Roma, qui est extrêmement performant, qui a encore fait un gros match contre Com. Mais en même temps, j'ai pas envie d'affaiblir ma Roma, j'aimerais les voir un peu compétitifs jusqu'au bout. Mais je trouve qu'Ndika, c'est le très bon compromis du défenseur qui est capable de passer ce step et qui n'a pas une valeur démesurée en termes de prix de transfert. Et à Chelsea, j'avais dit s'il doit faire un effort, peut-être sur ce central-là, par rapport à tous leurs déboires, c'est un Gueye qui est devenu une vraie référence en PL aussi avec la sélection anglaise. Donc c'était les deux autres noms que je m'étais noté. Ouais, franchement, Ndika Gueye, Ndika, je crois que l'année dernière, il avait joué toutes les minutes en Serie A, seulement 26 ans. Ouais, ça top prise si quelqu'un le fait. Mais la course au titre en Serie A avec la Roma 30 points, Naples 31, l'AC Milan 32 et l'Inter 33, en tout cas au moment où on s'enregistre, ça peut être assez dantesque. Espérons qu'il se renforce. Espérons qu'en Ligue 1 aussi, j'espère que là, Hendrick, ça va se concrétiser. Peut-être que l'OM fait une petite prise en plus.
Ce mercato hivernal pourrait être sympa. On ne sait pas si ça égalera, s'il y aura un move qui égalera Kfara au Paris Saint-Germain, mais on va quand même le suivre avec beaucoup d'intérêt. Et les amis, si vous avez quelque chose à nous proposer en commentaire, un gros nom que vous voyez bouger ou un gros qui a besoin d'un renfort stratégique, mettez-nous ça en commentaire. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est la dernière vidéo de l'année avant qu'on se projette un petit peu sur 2026, qu'on parle des tours à élimination directe de Cannes, Super Coupe d'Espagne aussi qui va être chaude. Et on va vivre un gros mois de janvier avec la résolution de la phase de ligue. Mais ça, c'était la dernière vidéo de 2025. Donc bonne fête à tous. Passez du bon temps en famille. Kiffez bien. Et soyez sérieux au nouvel an. On se retrouve très vite les potes. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci Willow, bisous. À très vite. Salut à tous. Ciao, ciao.